Le monde en 1945. En 1945, la planète sort d'un cataclysme sans précédent. La Seconde Guerre mondiale, commencée en 1939, a bouleversé l'ordre international et laissé derrière elle un bilan humain effroyable. Plus de 60 millions de morts, des villes rasées, des millions de déplacés et un traumatisme psychologique profond dans toutes les sociétés. L'Europe, autrefois centre de gravité du monde, est désormais exsangue. Ses infrastructures sont détruites, ses économies en ruine, et ses populations affamées ou déplacées. L'Asie, en particulier la Chine et le Japon, sort également brisée par des années de guerre. Deux puissances émergent cependant renforcées par le conflit, les États-Unis et l'Union soviétique. Les premiers, éloignés du théâtre principal des destructions, possèdent une économie florissante, une supériorité industrielle écrasante, et depuis août 1945, le monopole de l'arme atomique. Les seconds, malgré d'immenses pertes humaines et matérielles, sortent auréolés de leur victoire contre l'Allemagne nazie et disposent d'une armée massive occupant l'Europe de l'Est. Sur le plan diplomatique, l'heure semble être à la coopération. Les alliés victorieux se réunissent pour définir les bases d'un monde nouveau. Les principes de la Charte de San Francisco, adoptés en juin 1945, fondent l'Organisation des Nations Unies, censée garantir la paix et prévenir de nouveaux conflits mondiaux. Mais derrière les sourires officiels, les divergences idéologiques sont profondes. Capitalisme libéral à l'ouest, communisme autoritaire à l'est. Les ruines de Berlin, Hiroshima et Nagasaki témoignent de la violence extrême du conflit, mais aussi des bouleversements technologiques qu'il a engendrés. L'arme atomique, en particulier, introduit une nouvelle dimension stratégique, la capacité de destruction totale en quelques secondes. Cette réalité va rapidement influencer toutes les relations internationales. En 1945, le monde est donc partagé entre espoir et méfiance. L'espoir de reconstruire sur des bases nouvelles, d'éviter la répétition du drame. Mais aussi la méfiance, car chacun des deux grands vainqueurs soupçonne déjà l'autre de vouloir imposer sa vision politique et économique au reste de la planète. La paix qui s'installe est fragile, elle n'est pas une véritable harmonie, mais plutôt une trêve avant l'ouverture d'un nouvel affrontement, la guerre froide. Les conférences de la paix et le remodelage du monde, 1945. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances victorieuses comprennent qu'il faut rapidement organiser le monde d'après-guerre. Les décisions doivent être prises avant même la capitulation définitive de l'Allemagne et du Japon, afin d'éviter le chaos politique et économique qui avait suivi la Première Guerre mondiale. La conférence de Yalta, 4 à 11 février 1945, sur les rives de la mer Noire, réunit les trois grands, Franklin D. Roosevelt pour les États-Unis, Winston Churchill pour le Royaume-Uni et Joseph Staline pour l'URSS. L'objectif est double, régler le sort de l'Allemagne et définir l'avenir de l'Europe. Les discussions aboutissent à plusieurs décisions majeures. L'Allemagne sera divisée en 4 zones d'occupation, confiées aux États-Unis, à l'URSS, au Royaume-Uni, et plus tard à la France. Berlin, bien que situé dans la zone soviétique, sera également partagé entre les 4 puissances. Des élections libres devront être organisées dans les pays libérés, bien que cette notion soit interprétée différemment à l'ouest et à l'est. L'URSS s'engage à entrer en guerre contre le Japon 3 mois après la capitulation allemande. Les bases de l'Organisation des Nations Unies, ONU, sont posées, avec un Conseil de sécurité doté d'un droit de veto pour ses 5 membres permanents. Malgré ces accords, la conférence révèle déjà les lignes de fracture idéologique. Staline souhaite sécuriser ses frontières par un glacis de pays amis, tandis que les Occidentaux craignent une expansion du communisme. Quelques mois plus tard, la conférence de Potsdam, 17 juillet 2 août 1945, se tient en Allemagne, dans un contexte radicalement changé. L'Allemagne nazie a capitulé, Roosevelt est mort et remplacé par Harry Truman, et le Royaume-Uni change de Premier ministre en cours de conférence, Churchill cède la place à Clément Attlee. L'ambiance est nettement plus tendue. Truman informe Staline que les États-Unis possèdent une arme d'une puissance inédite. La bombe atomique, testée avec succès quelques jours auparavant. Les décisions de Potsdam précisent le sort de l'Allemagne. Démilitarisation, dénazification, démocratisation et décentralisation du pays. Jugement des criminels de guerre par un tribunal international à Nuremberg. Réparation imposée, surtout au profit de l'URSS, dévastée par la guerre. Redécoupage des frontières polonaises, avec un déplacement massif de population. En parallèle, les Alliés réaffirment leur exigence d'une reddition inconditionnelle du Japon,
sans évoquer explicitement le sort de l'empereur. Quelques semaines plus tard, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki précipitent la fin du conflit en Asie. Ces conférences ne sont pas de simples rencontres diplomatiques, elles dessinent la carte politique du monde pour les décennies à venir. Mais elles portent en elles les germes du conflit futur. Les promesses d'élections libres à l'Est ne seront pas tenues, l'Allemagne devient un enjeu central de rivalité, et la possession de l'arme atomique par les États-Unis introduit une asymétrie stratégique inquiétante. En 1945, l'illusion d'une coopération durable existe encore officiellement, mais derrière les accords signés, la méfiance grandit. Les zones d'influence sont désormais tracées, et chacun se prépare à défendre les siennes avec détermination. La guerre froide n'est pas encore déclarée, mais son terrain de jeu est déjà prêt. Les débuts des tensions Est-Ouest, 1945 à 1947. À peine la guerre terminée, les relations entre les anciens alliés se détériorent rapidement. L'URSS, forte de sa victoire et de sa présence militaire en Europe de l'Est, installe progressivement des régimes communistes dans les pays libérés par son armée. Pologne, Roumanie, Bulgarie, Hongrie et plus tard Tchécoslovaquie. Officiellement, Moscou parle de « démocratie populaire ». Dans les faits, ces États deviennent des satellites étroitement contrôlés par le Kremlin, avec élimination progressive des partis non communistes. À l'Ouest, cette expansion inquiète profondément. Les États-Unis et le Royaume-Uni constatent que les engagements pris à Yalta sur les élections libres ne sont pas respectés. Le discours de Winston Churchill prononcé à Fulton, dans le Missouri, le 5 mars 1946, marque un tournant symbolique. Il y déclare que « un rideau de fer est descendu à travers le continent, séparant l'Europe libre de l'Europe soumise à Moscou ». Cette image frappe les esprits et popularise l'idée que le monde est désormais divisé en deux blocs. Dans le même temps, l'URSS adopte une ligne de plus en plus dure. En février 1946, Staline prononce un discours affirmant l'incompatibilité entre capitalisme et communisme, laissant entendre que la confrontation est inévitable. Sur le terrain, les soviétiques renforcent leur emprise économique et militaire dans les territoires qu'ils contrôlent, tandis que l'armée rouge reste mobilisée en Europe. La crise en Grèce et en Turquie accélère la rupture. En Grèce, une guerre civile oppose le gouvernement soutenu par les Britanniques aux guérilleros communistes. Le Royaume-Uni, épuisé financièrement, ne peut plus assumer seul ce soutien et alerte Washington. La Turquie, quant à elle, subit une pression diplomatique soviétique visant à obtenir un contrôle sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Face à cette situation, le président américain Harry Truman énonce, le 12 mars 1947, la doctrine Truman. Les États-Unis s'engagent à soutenir politiquement, économiquement et militairement les peuples menacés par le communisme. Ce discours officialise l'entrée des États-Unis dans une politique d'endiguement, confinement, visant à freiner l'expansion soviétique partout dans le monde. Quelques mois plus tard, en juin 1947, le secrétaire d'État américain George Marshall annonce un vaste programme d'aide économique à l'Europe, le plan Marshall. Officiellement destiné à la reconstruction, il est aussi un outil politique. Seuls les pays acceptant la coopération économique avec l'Ouest peuvent en bénéficier. L'URSS refuse l'aide et interdit à ses satellites de l'accepter, y voyant une manœuvre pour affaiblir son influence. Ainsi, entre 1945 et 1947, la méfiance initiale se transforme en affrontement idéologique structuré. Chaque camp se dote de doctrines, d'alliances et de stratégies propres. La ligne de partage entre Est et Ouest se consolide, annonçant une division durable du monde. La guerre froide n'est pas encore chaude, mais les fronts politiques, économiques et diplomatiques sont déjà solidement établis. L'Europe divisée et la formation des blocs, 1947 à 1949. Entre 1947 et 1949, la fracture entre l'Est et l'Ouest se transforme en véritable mur politique et stratégique. Les tensions se cristallisent autour de l'Europe centrale, région charnière où se joue l'avenir du continent. Le coup de Prague, février 1948, marque un basculement brutal. En Tchécoslovaquie, dernier pays d'Europe centrale à disposer encore d'un gouvernement de coalition incluant des non-communistes, une crise politique éclate. Sous pression de manifestations orchestrées par les communistes et avec le soutien implicite de Moscou, les ministres démocrates sont contraints de démissionner. Les communistes prennent alors le contrôle total du pays, éliminant toute opposition. Pour l'Ouest, cet événement confirme que l'URSS est prête à imposer sa domination par la force et l'intimidation,
mettant fin à l'illusion d'un pluralisme politique à l'Est. Dans ce contexte, les États-Unis accélèrent leur politique d'endiguement. Le plan Marshall est mis en œuvre dès 1948, injectant des milliards de dollars dans les économies occidentales pour stimuler la reconstruction et renforcer la stabilité face à l'influence soviétique. Les résultats sont rapides, la production industrielle de l'Europe de l'Ouest remonte, les infrastructures se modernisent et la confiance économique renaît. De son côté, l'URSS riposte en créant le Cominform, bureau d'information des partis communistes, en 1947, destiné à coordonner l'action politique des partis communistes européens sous la direction de Moscou. Le but est clair, resserrer la discipline idéologique dans le bloc de l'Est et combattre l'influence américaine. Mais c'est le blocus de Berlin qui devient le symbole le plus fort de cette division. En juin 1948, les autorités occidentales décident d'introduire une nouvelle monnaie, le Deutschmark, dans leur zone d'occupation en Allemagne, y compris dans les secteurs ouest de Berlin. L'URSS y voit une tentative de renforcer un futur État ouest-allemand et réagit en coupant toutes les voies d'accès terrestres et fluviales vers Berlin-Ouest, espérant forcer les Occidentaux à abandonner la ville. La réponse américaine et britannique est audacieuse. Ils organisent un pont aérien massif, acheminant par avion nourriture, charbon et fournitures à plus de 2 millions d'habitants. Pendant près d'un an, plus de 270 000 vols assurent la survie de la ville, démontrant la détermination occidentale. Finalement, en mai 1949, Staline met fin au blocus, constatant son échec. Ces tensions accélèrent la structuration des alliances militaires. En avril 1949, les États-Unis, le Canada et 10 pays d'Europe occidentale signent le traité de l'Atlantique Nord, créant l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette alliance militaire repose sur un principe central. Toute attaque contre un membre sera considérée comme une attaque contre tous. C'est la première fois que les États-Unis s'engagent durablement dans une alliance militaire en temps de paix, marquant la fin de leur traditionnel isolationnisme. Pendant ce temps, l'Allemagne se divise officiellement. En mai 1949, les zones occidentales deviennent la République fédérale d'Allemagne, RFA, avec Bonn comme capitale provisoire. En octobre, la zone soviétique devient la République démocratique allemande, RDA, avec Berlin-Est pour capitale. L'Europe est désormais coupée en deux entités politiques, économiques et militaires antagonistes. En moins de 2 ans, la logique de bloc s'est imposée. L'Ouest, rassemblé autour des États-Unis et de l'OTAN, mise sur la reconstruction économique, la démocratie libérale et le libre-échange. L'Est, sous domination soviétique, repose sur l'économie planifiée, le parti unique et l'alliance militaire qui, en 1955, prendra le nom de Pacte de Varsovie. Entre ces deux mondes, le rideau de fer n'est plus une simple métaphore. Il est devenu une réalité géopolitique et militaire. La guerre froide s'étend au monde, 1949 à 1950. À la fin des années 1940, la confrontation entre l'Est et l'Ouest ne se limite plus à l'Europe. Les rivalités idéologiques et stratégiques commencent à se projeter à l'échelle mondiale, transformant la guerre froide en un conflit global. L'année 1949 est un tournant majeur. En Asie, après plus de 2 décennies de guerre civile entre nationalistes et communistes, ces derniers remportent une victoire décisive. Le 1 octobre 1949, Mao Zedong proclame à Pékin la fondation de la République populaire de Chine. Ce basculement fait entrer le pays le plus peuplé du monde dans le camp communiste, modifiant profondément l'équilibre stratégique mondial. Les nationalistes de Chiang Kai-shek se replient sur l'île de Taïwan, protégée par la marine américaine. Quelques semaines plus tard, un autre événement frappe l'opinion occidentale. L'URSS teste avec succès sa première bombe atomique, 29 août 1949, mettant fin au monopole nucléaire américain. Ce succès, obtenu en partie grâce à l'espionnage scientifique, bouleverse la donne stratégique. Désormais, la dissuasion nucléaire devient un jeu à deux, inaugurant une course aux armements qui marquera toute la guerre froide. En parallèle, le monde colonial connaît de fortes secousses. En Indonésie, en Indochine, en Afrique du Nord, les mouvements de libération nationale se renforcent, certains recevant un soutien moral ou matériel de Moscou ou de Pékin. Pour les États-Unis et leurs alliés, il devient crucial de contenir l'influence communiste dans ces régions en pleine mutation politique. Le basculement vers l'Asie se confirme en 1950 avec l'éclatement de la guerre de Corée. Le 25 juin, les troupes de Corée du Nord, soutenues par l'URSS et bientôt par la Chine,
franchissent le 38 parallèle et envahissent la Corée du Sud. L'attaque prend Washington par surprise et met à l'épreuve la doctrine Truman. Pour les États-Unis, il ne s'agit plus seulement de contenir le communisme en Europe, mais de l'arrêter partout dans le monde. Sous l'égide des Nations Unies, profitant de l'absence temporaire de l'URSS au Conseil de sécurité, une coalition internationale dirigée par les Américains intervient pour repousser l'offensive nord-coréenne. Cette décision marque une étape importante. La guerre froide devient ouverte sur le plan militaire, même si le conflit reste localisé. Face à cette extension géographique des tensions, les États-Unis adoptent en avril 1950 le rapport NSC 68, un document stratégique interne qui recommande un renforcement massif des capacités militaires pour contrer l'URSS partout où elle pourrait avancer. Ce texte officialise la vision d'un affrontement mondial et permanent, justifiant des budgets de défense sans précédent. En moins de 2 ans, les rivalités de la guerre froide ont donc quitté les frontières européennes pour embraser l'Asie et peser sur la politique mondiale. L'entrée en scène de la Chine communiste, la fin du monopole atomique américain et le déclenchement de la guerre de Corée installent l'idée que le conflit Est-Ouest n'est pas une simple rivalité régionale, mais bien une lutte planétaire pour la domination idéologique, politique et militaire. La guerre de Corée, un conflit majeur de la guerre froide. La guerre de Corée est souvent qualifiée de « guerre oubliée » en Occident, mais pour comprendre la guerre froide, elle est un moment clé. Elle constitue la première confrontation armée directe entre forces du bloc de l'Est et celles du bloc de l'Ouest, sous couvert d'un mandat international. Les origines du conflit remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la Corée, colonie japonaise depuis 1910, est libérée par les Alliés. Le pays est provisoirement divisé le long du 38 parallèle. Au nord, l'armée rouge installe un régime communiste dirigé par Kim Il-sung. Au sud, les Américains soutiennent la mise en place d'un gouvernement pro-occidental sous Syngman-rhee. La division, censée être temporaire, devient permanente à mesure que la guerre froide s'installe. Le 25 juin 1950, la situation bascule. Les troupes nord-coréennes, équipées et conseillées par l'URSS, franchissent le 38 parallèle et envahissent massivement le sud. En quelques semaines, elles s'emparent de Séoul et repoussent les forces sud-coréennes dans un périmètre réduit autour de Pusan. La réaction américaine est rapide. Profitant du boycott soviétique au Conseil de sécurité de l'ONU, Moscou protestant contre le refus de siéger la Chine communiste, une résolution autorise l'intervention militaire pour repousser l'agression. Une coalition internationale, composée principalement de troupes américaines mais aussi de contingents britanniques, canadiens, australiens, turcs et d'autres pays, est formée sous le commandement du général Douglas MacArthur. En septembre 1950, MacArthur lance une opération audacieuse, le débarquement à Incheon, derrière les lignes ennemies. Cette manœuvre spectaculaire permet de reprendre Séoul et de repousser les forces nord-coréennes au-delà du 38 parallèle. Les troupes de l'ONU avancent jusqu'au fleuve Yalu, à la frontière chinoise. C'est alors qu'intervient un tournant majeur, la Chine entre en guerre aux côtés de la Corée du Nord. En octobre 1950, des centaines de milliers de « volontaires du peuple » chinois franchissent la frontière et lancent une contre-offensive massive. Les forces de l'ONU sont repoussées, Séoul est de nouveau perdue puis reprise après d'âpres combats. À partir de 1951, la guerre s'enlise autour du 38 parallèle. Les combats deviennent une guerre de position, rappelant par certains aspects la Première Guerre mondiale. Tranchées, assauts limités, bombardements intenses. Les négociations d'armistice s'ouvrent à Panmunjom en juillet 1951, mais traînent en longueur, notamment sur la question du retour des prisonniers de guerre. Pendant ce temps, le conflit a des conséquences considérables. Les pertes humaines sont effroyables, plusieurs millions de civils coréens tués, des centaines de milliers de soldats morts ou blessés. Les villes sont détruites, les campagnes ravagées. La guerre renforce la militarisation de la guerre froide. Les États-Unis augmentent massivement leur budget militaire, stationnent des troupes en Asie et renforcent leurs alliances, notamment avec le Japon. Finalement, le 27 juillet 1953, un armistice est signé. La frontière est rétablie à peu près là où elle se trouvait avant la guerre, le long d'une zone démilitarisée de 4 km de large, toujours en place aujourd'hui. Aucun traité de paix officiel n'a jamais été signé, ce qui signifie que, techniquement, les deux Corées sont encore en guerre. La guerre de Corée marque un tournant stratégique. Elle prouve que les États-Unis sont prêts à engager leurs forces pour défendre leurs alliés, même en dehors de l'Europe.
Elle confirme également l'importance de la Chine comme acteur majeur du bloc communiste et installe en Asie un front de guerre froide qui perdurera pendant des décennies. Les mutations internes des deux blocs, 1945 à 1953. La guerre froide ne se joue pas seulement sur le terrain diplomatique ou militaire. Entre 1945 et 1953, les États-Unis et l'URSS connaissent des transformations profondes de leur société et de leurs politiques internes, directement liées à l'affrontement idéologique. Aux États-Unis, la fin de la guerre marque une transition délicate vers la paix. L'économie, dopée par l'effort de guerre, doit se reconvertir, mais bénéficie rapidement d'une croissance exceptionnelle grâce à la reconstruction mondiale et à l'essor de la consommation. Toutefois, ce climat de prospérité est assombri par une peur grandissante, celle de l'infiltration communiste. Cette inquiétude se transforme en véritable obsession au début des années 1950, avec l'essor du macartisme, du nom du sénateur républicain Joseph McCarthy. Celui-ci affirme que des communistes occupent des postes clés au sein du gouvernement, de l'armée et d'Hollywood. S'ensuivent enquêtes, auditions publiques et campagnes de dénonciation. La House American Activity Committee, UAC, multiplie les interrogatoires, et de nombreux artistes, intellectuels et fonctionnaires voient leur carrière brisée sur de simples soupçons. Cette atmosphère de suspicion alimente une culture politique fondée sur la loyauté patriotique et le rejet de toute idéologie perçue comme étrangère. Sur le plan stratégique, la guerre de Corée pousse les États-Unis à maintenir un complexe militaro-industriel permanent, avec un budget de défense élevé même en temps de paix. Le pays se dote aussi de bases militaires sur plusieurs continents, affirmant son rôle de gendarme du monde libre. En URSS, la victoire de 1945 renforce l'autorité personnelle de Joseph Staline. Le pays reste marqué par les destructions massives et doit engager une reconstruction priorisant l'industrie lourde et l'armement, souvent au détriment de la consommation. Le modèle reste celui d'une économie planifiée, avec des objectifs quinquennaux fixés par le pouvoir central. Politiquement, le stalinisme atteint son apogée. Culte de la personnalité, propagande omniprésente, surveillance policière constante. Le Parti communiste contrôle tous les aspects de la vie publique et privée. Les opposants réels ou supposés sont arrêtés, envoyés dans les camps du goulag ou exécutés. La période est marquée par de nouvelles purges, notamment contre les cosmopolites, accusés d'être influencés par l'Occident, et par un antisémitisme d'état larvé. Dans le bloc de l'Est, les régimes satellites adoptent le même modèle politique et économique. Parti unique, collectivisation des terres, nationalisation des industries, répression de l'opposition. Les élites intellectuelles et politiques non communistes sont progressivement éliminées. Les sociétés se ferment, tandis que la propagande exalte l'unité socialiste face à l'ennemi occidental. La rivalité entre les blocs se joue aussi dans le domaine culturel et scientifique. Les États-Unis mettent en avant la liberté individuelle, l'abondance matérielle et l'innovation technologique. L'URSS glorifie la discipline collective, les avancées scientifiques au service de l'État et les exploits sportifs comme preuve de la supériorité du socialisme. Entre 1945 et 1953, cette polarisation interne prépare les deux camps à un affrontement durable. Les sociétés se structurent autour de la confrontation, chacun renforçant ses valeurs, ses institutions et sa cohésion nationale en désignant l'autre comme menace existentielle. La guerre froide n'est plus seulement une affaire de diplomates et de militaires. Elle s'invite dans les foyers, les écoles, les usines et les studios de cinéma. La mort de Staline et les premières ouvertures, 1953. Le 5 mars 1953, Joseph Staline meurt à Moscou, à l'âge de 74 ans, après avoir dirigé l'Union soviétique d'une main de fer pendant près de 3 décennies. Sa disparition marque un tournant majeur, non seulement pour l'URSS, mais aussi pour l'ensemble du monde engagé dans la guerre froide. À l'intérieur du pays, la nouvelle provoque une onde de choc. Staline, malgré la terreur qu'il inspirait, était présenté comme le « père des peuples », vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et bâtisseur du socialisme. Des foules immenses se rassemblent pour lui rendre hommage, tandis que les luttes de succession commencent dans les coulisses du Kremlin. Un collectif dirigeant se met en place, composé notamment de Gorgi Malenkov, Vyacheslav Molotov, Lavrenti Beria et Nikita Khrouchtchev. Chacun tente de consolider son influence, mais tous partagent la nécessité de stabiliser le pays après des années de répression intense et de tensions internationales croissantes. Sur le plan intérieur, quelques assouplissements apparaissent rapidement.
Beria, chef redouté de la police politique, lance une libéralisation partielle. Libération de certains prisonniers, limitation des arrestations arbitraires, et début d'un léger recul de la terreur policière. Cependant, ces réformes suscitent la méfiance des autres dirigeants, qui craignent pour leur propre pouvoir. Beria est arrêté et exécuté dès la fin de 1953, illustrant la brutalité persistante des luttes internes. À l'extérieur, la mort de Staline ouvre la porte à un ralentissement temporaire des tensions. Le nouveau leadership soviétique souhaite éviter un affrontement direct avec les États-Unis, surtout dans un contexte marqué par la guerre de Corée. En juillet 1953, quelques mois après la disparition de Staline, un armistice est signé en Corée, mettant fin à 3 années de conflits meurtriers. Ce geste est interprété comme un signe d'apaisement, même si les antagonismes de fond demeurent. Des gestes diplomatiques symboliques se multiplient. Échanges culturels limités, discussions sur la limitation des armements nucléaires, et reprise de contacts plus réguliers entre Moscou et Washington. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un véritable rapprochement, mais plutôt d'une phase de réajustement stratégique. En Europe de l'Est, la disparition de Staline provoque également des frémissements. En juin 1953, à Berlin-Est, une révolte ouvrière éclate contre les conditions de travail et la répression politique. L'Armée rouge intervient violemment pour rétablir l'ordre, faisant comprendre que, malgré la mort du dictateur, l'URSS ne tolérera pas de remise en cause de sa domination sur ses satellites. Ainsi, l'année 1953 marque une transition. La guerre froide entre dans une nouvelle phase, moins directement marquée par la personnalité écrasante de Staline, mais toujours fondée sur la rivalité systémique entre les deux blocs. Les tensions ne disparaissent pas, mais elles sont désormais gérées par une direction soviétique plus collégiale, qui, pour un temps, adopte une posture légèrement plus pragmatique sur la scène internationale. À la prochaine!